Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, bien dans sa paix. Tiens, aujourd'hui, comment améliorer le bien-être financier des collaborateurs. On parlera des acomptes. On va en parler avec Arbia Smithy, la CEO et présidente de Rosalie, c'est de la tech. On en parlera avec elle dans quelques instants. Smart et réglo, le temps partiel, tout le monde connaît les règles impératives à observer. C'est très strict. On en parlera avec Christine Roba, juriste et expert chez SVP Information Décisionnelle. Le cercle RH, tiens, on fait un point sur le télétravail. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Où en sommes-nous exactement? État des lieux avec nos invités. Il est obligatoire, 3 jours obligatoires. Mais dans quelques semaines, eh bien, les entreprises seront libres. Que va-t-il se passer? C'est-il réellement enraciné au sein des organisations? On fera le point avec nos invités. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, organiser le savoir dans le recrutement. On en parlera avec Mathieu Penet, fondateur du collectif du recrutement, fondateur de Yago et de CASC. On fera le point avec lui dans quelques instants sur les métiers du recrutement. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, il faut être bien dans sa paix, et parfois même bien dans ses acomptes. Il vous est peut-être arrivé d'aller voir votre RH, votre secrétaire général, pour lui demander un acompte, pour éviter, pour le dire simplement, un découvert à la banque. Et on en parle avec Arbia Smithy. Bonjour Arbia. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes la fondatrice et CEO de Rosalie, et vous avez fait ce parcours intellectuel pour créer votre entreprise en 2019. Vous vous êtes dit, mais il y a des milliers de salariés qui vont pousser la porte des RH. Et très souvent, pour le dire simplement, presque d'une manière majoritaire, les RH vous disent non, je ne vous donne pas d'acompte. Et puis le salarié repart et il va payer son découvert. C'est ça la réflexion qui vous a poussé. Exactement, et pourtant c'est un droit. C'est-à-dire que c'est obligatoire aujourd'hui dans la loi française qu'un employeur accepte systématiquement une demande d'acompte sur salaire de ses salariés. Attends, vous le répétez, c'est un droit. Ah oui, complètement. C'est un article dans la loi du travail et c'est un droit. Et toutes les entreprises en fait le savent. Malheureusement, 2/3 des Français ne le savent pas parce que les entreprises n'en parlent pas souvent. Et même quand ils le savent, les Français, il y a une barrière psychologique quand même à aller frapper la porte du RH pour commander de l'argent en quelque sorte. C'est exactement ça. Voilà, et nous justement on vient avec une solution totalement accessible, 100% digitale et décomplexée pour les salariés qui leur permet en fait de leur canapé même un samedi, dimanche ou le soir, justement de voir leur paye en temps réel et de demander en un clic un acompte sur salaire gagné quand ils le souhaitent du 1er au 30 et éviter justement de recourir systématiquement aux découverts bancaires, les prêts à la consommation qui aujourd'hui sont les seules alternatives quand on a besoin en fait de cash en urgence pour répondre à des imprévus. C'est une super idée et quand vous le dites d'une manière décomplexée, c'est important de l'entendre parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu gênant. Il m'est arrivé de demander des acomptes et on est un peu embarrassé, on a l'impression qu'on tend sa sébille. Quand vous dites décomplexé, ça veut dire que l'outil informatique que vous mettez en place, une application, oui. On va en parler, ça permet d'anonymiser en quelque sorte. Totalement, c'est une application mobile sur votre propre téléphone qui vous permet de voir vraiment un montant, demander un montant et cliquer sur un bouton. Donc il n'y a pas justement tout le process de passer par mon gestionnaire de paye ou mon RH, envoyer un papier, envoyer une lettre recommandée, un mail, un SMS, une lettre, un formulaire papier. Donc c'est des process encore manuels malheureusement aujourd'hui. Alors c'est un modèle qui est fiable dans d'autres pays parce que vous êtes aussi appuyé, vous avez fait un benchmark j'imagine pour créer votre entreprise et ça fonctionne très bien aux États-Unis. Totalement, c'est un modèle qui a fait déjà ses preuves en fait aux États-Unis, en Angleterre et dans pas mal d'autres pays depuis maintenant quelques années. L'adoption est massive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est devenu un outil utilisé par la majorité en fait des entreprises, des PME, des ETI, grands groupes, des entreprises dans le retail comme Walmart par exemple, des entreprises dans la restauration, dans le food comme Starbucks, McDo, etc. jusqu'à en fait au service public avec l'éducation nationale, la santé, l'équivalent de la sécurité sociale en Angleterre qui passe aujourd'hui par un équivalent de Rosalie pour ses millions en fait d'employés et qui a vu justement rebondir la satisfaction de ses employés de plus de 70% en l'espace d'un an et baisse de turnover assez importante de moins de 20%. Et c'est ce qu'aujourd'hui en fait on essaye pour la première fois d'adapter en fait sur le marché européen continental avec Rosalie en commençant par la France. On va parler de l'application puis de la manière dont vous allez rencontrer vos clients parce qu'il y a aussi un débat de culture. Si autant aux États-Unis les choses sont entrées dans les mœurs, autant ça a l'air un peu plus compliqué en France et je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Totalement. Il y a aussi de la pédagogie à faire, la pédagogie financière.
Totalement. auprès de ceux qui ont l'application, s'ils l'ont déjà. Oui. Parce que le risque, quand même il faut le dire, c'est de faire de la cavalerie et puis à l'arrivée à la fin de l'année, d'avoir un petit trou. Parce que si on en prend trop en amont, Absolument. comment ça se passe? C'est capé, on peut prendre que 1000, 500, comment ça marche? Totalement. C'est capé en fait à 50% de leur salaire mensuel, déjà pour s'assurer justement qu'ils reçoivent minimum 50% de Parce leur que salaire. sinon on à la mange fin tout le du mois. salaire. Totalement. Et en plus, on vous donne de toutes les façons accès que ce que vous avez gagné. C'est-à-dire le 3 du mois, vous n'avez accès qu'à l'équivalent de 3 jours de travail. Et Rosalie, c'est pas juste en fait un dispositif d'acompte sur salaire, c'est un dispositif de bien-être financier pour les salariés, accompagné avec un vrai module d'éducation financière, parce que le vrai travail en fait de Rosalie, c'est de coacher en fait les salariés sur comment gérer leur argent pendant le mois et peut-être demain ne plus avoir besoin ni de découvert bancaire ni d'acompte sur salaire. Pour le dire simplement, Oui. ça veut dire qu'en plus de l'application et de la manière dont ils peuvent suivre leur salaire ou leurs acomptes, il y a quoi? Il y a des petits modules, il y a des petites Totalement. vignettes. Il y a de la pédagogie, en fait, faire l'éducation financière, la mise en relation avec des assistantes sociales, parce qu'en fait, avec la techno, on arrive justement à détecter les problèmes, en tout cas de gestion d'argent, avant que ça soit trop tard, par rapport justement à ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'à, en fait, quand ils sont dans le positif, leur dire, bravo, maintenant, vous n'êtes plus, en fait, Il y a dans quoi? le Il y a un petit découvert. warning qui Complètement apparaît? des alertes en fait qu'ils reçoivent et là on va justement les encourager, les inciter à même à mettre de côté directement de leur salaire pour les études de leurs enfants, des projets de voyage, etc., etc. Donc on est complètement dans un vrai parcours de coaching et d'éducation financière entière du salarié. Ouais, ce qui est passionnant dans ce que vous mettez en place, c'est que ce n'est pas uniquement un outil tech sur lequel on va pouvoir piloter globalement des acomptes pour pouvoir acheter et consommer. C'est aussi une éducation, je dirais, à la gestion de son argent. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Non. La banque ne vous explique pas non plus. En général, elle encaisse plutôt les découverts. Absolument. Donc, c'est vous qui prenez en charge avec Rosalie cette fonction. Totalement. Et il faut aussi noter que c'est quand même un business model B2B2C. C'est-à-dire que c'est certes utilisé par les utilisateurs qui sont les collaborateurs, mais c'est mis en place par les RH et les entreprises parce que ça leur apporte justement, ça leur donne en fait le moyen vraiment de donner un vrai pouvoir d'achat en fait à leurs salariés dans un contexte où le pouvoir d'achat aujourd'hui, On ne parle que de ça. Ah oui, c'est le souci majeur en fait des Français et ça permet à des entreprises, les plus grosses aujourd'hui jusqu'aux plus petites, de redistribuer jusqu'à 26 milliards aujourd'hui aux Français. Ces 26 milliards, c'est l'équivalent de ce que payent les Français aujourd'hui en agio et en taux d'intérêt en fait sur les microcrédits chaque mois en fait par an aux banques, ce qui est juste énorme. Et donc redistribuer cette somme assez importante aux Français aujourd'hui, ça contribue complètement au pouvoir d'achat. Il n'y a pas que en fait l'augmentation des salaires qui est une solution, il y a aussi la manière de le recevoir, de le percevoir et la fréquence de percevoir son salaire. Juste d'un mot, c'est une application, on l'a dit, si le salarié veut aller chercher sur son 13e mois ou son 14e mois, parce que certaines entreprises distribuent 14 mois, notamment dans les banques par exemple, comment il fait? Il peut aller chercher son 13e? Totalement, ça on le met en place en fait aujourd'hui avec l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise en fait nous dit aujourd'hui vous avez accès en fait à ça comme salaire ou vous avez accès aussi au salaire, les primes, le 13e mois, etc. Et tout ça en fait on peut justement le rentrer dans notre algorithme. Donc il faut savoir que Rosalie aujourd'hui elle est préconnectée déjà avec la majorité des logiciels de paye qui existent en fait en Europe, ce qui nous permet justement de faire afficher et de calculer en temps réel ce que vous avez gagné. Dans un contexte aujourd'hui où les Français ne savent même pas lire leur fiche de paye et ne savent même pas combien ils gagnent en fait à la fin du mois. En même temps, pour leur défense, lire une fiche de paye, il faut avoir fait quelques études quand même. Complètement, c'est pour ça que nous en fait on le facilite. C'est-à-dire que sur une application, tous les jours, ils voient combien ils ont gagné en temps réel presque. Ouais, c'est génial. Et ça, vous m'avez parlé d'algorithme, j'ai entendu algorithme. Oui. C'est-à-dire qu'il est amélioré, vous l'améliorez régulièrement. En temps réel, en fait, oui, complètement. C'est un algo en fait qui calcule en temps réel selon vraiment des datas, des variables de paye pendant le mois, des absences, des primes, des heures supplémentaires, etc. Combien vraiment vous avez gagné et vous donne accès en fait à cette somme tout de suite parce que c'est Rosalie qui avance ce financement-là. Donc on ne touche pas à la trésorerie de l'entreprise et ça c'est très très important. On ne touche pas au BFR de l'entreprise, on ne touche pas en fait à leur process pour faciliter justement tout ce process d'acompte sur salaire. C'est vous qui gérez en fait les flux de trésorerie. Absolument. Nous, on est une fintech en premier à impact social. Justement, en avançant en fait la trésor, on permet justement aux entreprises de trouver leur win ou leur gagnant pour encourager justement ce système-là à leurs salariés. Ça c'est un élément, j'imagine, on termine là-dessus, mais c'est un élément quand vous allez voir les entreprises, d'abord, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent, mais génial. Complètement, en fait, aujourd'hui... On achète? Oui, dans les entreprises, surtout à col bleu, c'est-à-dire plus, en fait, où on est sur
des ouvriers qui sont dans les usines, les boutiques, les restaurants, il faut savoir qu'il y a déjà des demandes d'acompte sur salaire. Parce que les salaires sont assez bas. Ah, complètement, en fait, qui vont jusqu'à 70% en fait, par mois, ce qui est juste énormissime. 70%. C'est 70% des salariés qui demandent en fait des acomptes sur salaire dans les boîtes d'intérim, dans les boîtes de service à la personne, de santé, etc. Et tout ça, c'est géré en fait à la mano, c'est-à-dire manuellement sur des papiers tous les mois. Et là, vous leur permettez d'avoir un outil. Vraiment, c'est vraiment gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'un côté, on enlève de la complexité administrative sans toucher à la trésorerie de l'entreprise, on augmente la rétention, la marque employeur, on renforce sa politique sociale et l'engagement de ses salariés dans un contexte en fait où la majorité galère en fait à recruter, donc on devient un vrai argument majeur de recrutement. Et de l'autre côté, pour le salarié surtout, on lui apporte un vrai outil de flexibilité, d'accès à sa paye qui est sans droit, sans salaire quand il le souhaite dans le mois, et de l'éducation financière pour justement augmenter son pouvoir d'achat et améliorer son éducation financière. Donc ça cartonne, j'imagine que vous êtes en plein développement, vous avez été créé en 2019. Complètement, on est les premiers, on a déjà en fait plusieurs entreprises qui initient ce mouvement avec nous, et là l'idée justement c'est d'emborder le maximum de salariés et d'apporter notre service à la majorité en fait des secteurs. Donc on n'est pas du tout cantonné à un secteur en particulier. Aujourd'hui on couvre de la logistique, le retail, la grande distribution, la restauration, l'hôtellerie, etc. jusqu'à l'intérim. Et demain on peut justement couvrir plein d'autres secteurs et plein d'autres tailles d'entreprises. Je note quand même des secteurs où les négociations ont lieu en ce moment sur les salaires, qui sont des salaires assez bas, où les collaborateurs, les salariés, ceux qui sont en première ligne disent je ne suis pas assez payé, donc ils ont besoin aussi de pouvoir gérer avec leurs acomptes des achats ou des imprévus, parce que c'est pas forcément c'est pas forcément que des achats. Longue vie à Rosalie. Pourquoi Rosalie d'ailleurs? C'est vraiment un nom qui parle à tout le monde, et parce qu'on voulait surtout personnifier un peu le côté tech avec une femme en fait derrière qui prend la main justement des salariés pour les aider, les coacher, enlever ce tabou en fait qui est l'argent aujourd'hui en France et ensuite l'Europe. Et après c'est mémorisable, et parce que je suis une femme, donc c'est normal que je donne un nom de femme en fait à ma start-up. Et c'est une chanson de Carlos. Oui, aussi. Écoutez, après tout, voilà, j'imaginais pas pouvoir parler de Carlos sur le plateau, mais en tout cas, Rosalie-O. Voilà, Rosalie.com. Rosalie.com, pour revenir à des choses sérieuses. CEO, fondatrice, c'est quelque chose d'important ce que vous faites, parce que c'est un accompagnement aussi pédagogique sur la gestion de ces revenus, parce que souvent les Français sont un peu perdus dans la gestion. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir, Arbia Smithy, fondatrice CEO de Rosalie, pour gérer vos acomptes et pas seulement pour fluidifier et conserver peut-être vos talents et vos salariés. C'est un outil extrêmement positif. On fait pas une pause, on enchaîne avec évidemment Smart et Réglo. On va parler du temps partiel. Ça, c'est un autre sujet sur lequel il y a une réglementation très stricte. On en parle, c'est tout de suite. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, chaque semaine. On parle aujourd'hui du temps partiel. C'est pas l'activité partielle dont on a beaucoup parlé pendant la période Covid. Moi-même, j'ai commis ce malentendu. Il y a des règles impératives à observer, et Christine Roba va tout nous expliquer. Bonjour Christine. Bonjour. Juriste et experte chez RH, c'est SVP Information Décisionnelle. Commençons par le début, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'est exactement le temps partiel ? Alors, le temps partiel, c'est le fait de travailler moins de 35 heures par semaine, ou en moins de la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure dans l'entreprise, ou l'équivalent mensuel, moins de 151,67 h, ou l'équivalent annuel, moins de 1607. D'accord, donc ça c'est pour des salariés qui se situeraient dans des secteurs, souvent la grande distribution, on parle du temps partiel. Oui, plutôt dans le secteur tertiaire, beaucoup, oui. D'accord, alors comment une entreprise, un service RH en l'occurrence, puisque vous les accompagnez, met en place ce temps partiel? Qu'est-ce qu'on doit faire impérativement? Alors impérativement, donc si c'est mis en place à l'initiative de l'employeur, soit c'est mis en place en application d'un accord collectif d'entreprise, convention collective, branche, soit à l'initiative du salarié, parce qu'il fait une demande auprès de son employeur dans le cadre de sa priorité d'accès au temps partiel, toujours soit en application d'un accord collectif, ou s'il n'y a pas d'accord collectif, il fait une demande, il formule sa demande 6 mois avant, en précisant la durée qu'il souhaite travailler. Qu'on soit précis, là, c'est l'employeur qui dit j'ai besoin pour mes caisses, pour l'organisation de mon magasin, d'avoir que du temps partiel, ça ok. Un salarié vient au service RH, frappe et dit j'étais à temps plein, je souhaite passer en temps partiel. Est-ce que l'employeur peut lui refuser? Alors, il y a une priorité pour les salariés d'accéder à un poste à temps partiel
L'employeur peut refuser s'il n'a pas de poste de disponible à temps partiel. D'accord. Ou si éventuellement ce serait préjudiciable à l'entreprise puisque le poste n'est pas en soi compatible avec un temps partiel. Enfin, il y a une grande subjectivité là-dessus. Oui. L'employeur peut tout à fait dire à chaque fois, non, c'est pas possible parce que si tu demandes ton... Prenons un exemple concret, les temps partiels, c'est souvent le mercredi. Il y a beaucoup de mères de famille qui demandent le mercredi, non, j'ai une bêtise. Oui, non, c'est vrai. L'employeur peut dire, non, écoutez, pour les besoins de service, on a besoin de vous le mercredi après-midi. Oui, il peut. Alors après, l'exemple du mercredi, pour les mères de famille, elles vont plus souvent le prendre dans le cadre d'un congé parental à temps partiel. C'est ça. Donc ça, c'est pour une durée limitée, c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est vrai que c'est souvent le mercredi qui est sollicité. Ça, c'est un autre accord, en fait. Le congé parental, c'est autre chose, un autre dispositif. Absolument. Et là, l'employeur ne peut pas refuser le congé parental à temps partiel. Bon, c'est vrai qu'il peut quand même refuser le mercredi et préférer un autre jour. Mais il faut quand même que ce soit motivé. Il ne faut pas refuser pour refuser. Ce qui fait toujours plaisir aux collaborateurs. Quand on lui dit, vous garderez votre enfant le jeudi alors qu'il va à la crèche. Absolument. Est-ce qu'il est possible de faire des heures complémentaires? C'est-à-dire qu'on a un contrat c'est quoi? C'est un contrat de 22 heures? C'est fixé dans le temps ou ça peut être variable? On peut avoir du 21, du 22, du 15? Alors, c'est variable. Par contre, on a une durée minimale qui est imposée par la loi qui est de 24 heures par semaine. Alors, cette durée minimale, il y a des dérogations possibles. Il y a des dérogations de droit. C'est-à-dire que, par exemple, elle ne s'applique pas pour les contrats au plus de 7 jours. Elle ne s'applique pas pour les CDD de remplacement. D'accord. Et elle ne s'applique pas non plus aux étudiants de moins de 26 ans qui demandent à travailler moins de 24 heures. Donc ceux-là sont hors règle. La durée minimale ne s'applique pas. Donc il peut faire 5 heures l'étudiant. Pourquoi pas? D'accord. On a aussi des dérogations qui peuvent être prévues par un accord collectif. C'est-à-dire un accord collectif qui fixe une autre durée minimale que les 24 heures. Il y a des garanties à prévoir, bien sûr. Et puis, on a également une dérogation contractuelle. C'est-à-dire que là encore, c'est le salarié qui va demander à ne pas faire les 24 heures, à faire moins. Mais là, il faut justifier d'obligations, de contraintes personnelles. Par exemple, un problème de santé, charge de famille, ou alors parce qu'il justifie d'autres activités. Il a un autre emploi, donc il ne peut pas forcément faire... L'employeur n'est pas obligé d'accepter cela? Si, alors il faut justifier, motiver... Non, mais un cas de figure très concret, c'est intéressant les cas concrets. J'ai 2 emplois qui sont à temps partiel, c'est-à-dire que j'arrive à vivre avec 2 emplois à temps partiel, et j'invoque comme argument le fait que mon autre employeur me fait travailler plus, et donc je vais devoir réduire un tout petit peu. L'employeur me dit, non, je ne peux pas. Alors après, ça dépend, parce que si on est au stade de l'embauche, parce que j'ai déjà un emploi... Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, oui, bien sûr. Mais tout ça, il y a beaucoup de détails qui se cachent dans le droit du travail. Est-ce qu'il est quand même à l'envers possible d'augmenter son nombre d'heures? Parce qu'à ce moment-là, si on passe de 24 à 35, on repasse à temps plein. Alors, on peut augmenter les heures complémentaires. Temporairement, augmente la durée du travail, puisqu'on peut demander à un salarié de faire des heures complémentaires. Alors, il y a des limites, c'est dans la limite du 10e par rapport à la durée contractuelle, ou dans la limite du tiers, si là encore on a un accord collectif qui prévoit cette possibilité. Enfin, vous le reconnaîtrez avec moi, enfin, c'est votre métier, mais c'est d'une complexité absolue tout ce qu'on se raconte. C'est vrai que la réglementation sur le temps partiel, c'est assez complexe. C'est complexe, c'est un casse-tête pour le salarié. Deux questions qui sont liées, parce que ça c'est des questions que souvent les collaborateurs, les salariés demandent, en termes de cotisation retraite, en termes de cotisation assurance chômage, comment ça marche ? Alors, par principe, je voulais juste finir. Allez-y. Excusez-moi. Bien sûr, Christine. Pour l'augmentation temporaire de la durée du travail, donc ça peut se faire par le biais des heures complémentaires. Et puis, on a également un autre dispositif qui s'appelle les avenants compléments d'heures. Donc là encore, il nous faut un accord de branche étendu qui prévoit cette possibilité. Et on peut donc faire signer au salarié un avenant à son contrat de travail qui va augmenter temporairement la durée du travail. Bon, c'est très encadré là aussi, c'est pas plus de 8 avenants par an. Et la différence des heures complémentaires, c'est que les heures complémentaires, elles sont majorées. Il y a une majoration minimum de 10%. C'est ça. Et puis 25% pour celles au-delà du 10e. Alors que dans le cadre des avenants complémentaires, il n'y a pas de majoration. Sauf dispositions conventionnelles qui sont favorables. L'employeur a plutôt intérêt, pour des raisons liées qu'on vient de comprendre à l'augmentation de ses heures, à utiliser ces avenants, pas plus de 8. Pas plus de 8 et il doit les justifier à l'inspection du travail ou il est libre? Non, il n'y a pas de justification. Non, il pourrait le justifier parce qu'il y a une activité... Non, il lui faut un accord collectif de branche qui en prévoit la possibilité. S'il n'y a pas d'accord collectif de branche,
Ce n'est pas possible, même en accord avec le salarié. Donc, même de gré à gré avec le salarié ou avec un accord avec je dirais, le dialogue social dans l'entreprise, Non. Ce n'est pas considéré comme un accord, ça. Non, parce que là, c'est vraiment le législateur a posé la condition d'un accord de branche, donc c'est au niveau de la branche d'activité, et en plus, il doit être étendu. D'accord, donc c'est dans certains secteurs. C'est quoi les secteurs où les branches ont signé ce type d'accord? L'industrie, j'imagine, Oui. la restauration, là où il y a des fluctuations, des besoins de services. On peut donc augmenter temporairement avec ces heures complémentaires ou ces avenants, et là c'est très, très encadré. Le salarié dit, mais moi, ma retraite, mes cotisations, comment ça se passe? Alors, on a moins. Les cotisations de retraite ou de chômage, elles sont calculées par principe sur le salaire que perçoit le salarié, donc salaire à temps partiel. Après, il y a une possibilité pour la retraite de demander à cotiser sur l'équivalent d'un temps complet. Mais bon, ça, il faut que ce soit accepté par l'employeur parce que ça a un coût pour lui, forcément. Vous avez, j'imagine, beaucoup de clients ou d'entreprises. C'est quoi le sens? C'est on va vers le temps complet, vers le partiel de plus en plus, ou on fait du partiel vers le temps complet parce que le pouvoir d'achat est faible et que certains salariés disent je préfère passer en temps complet? Comment ça se passe? Je pense qu'il y a quand même... on va plus vers le temps complet. Mais il y a une proportion de temps partiel assez importante quand même. Et une proportion, et c'est plus pour l'instant au niveau des statistiques, les femmes qui sont plus à temps partiel effectivement que les hommes. Et dans certains secteurs. Et qui sont souvent précaires. Il faut préciser que certaines femmes, effectivement, gagnent trop peu dans les temps partiels, tout en expliquant que ça facilite aussi leur organisation de vie, parce que c'est intéressant de l'entendre aussi. Les employeurs, c'est quoi les statistiques de jour où on prend c'est le mercredi? C'est quoi le... C'est assez souvent, effectivement, le mercredi, effectivement. En termes de statistiques, je pense que le mercredi ressort. C'est ça, on est d'accord. Sauf que si vous avez un employeur un peu grincheux qui vous le met le jeudi ou le mardi. Oui, c'est ça. Et il a le droit. Ah oui, il a le droit. Il a le droit. Après, faut qu'il justifie par rapport à son organisation. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur moyen de garder ses collaborateurs et ses talents, comme on dit. Merci Christine Robat d'être venue nous éclairer, juriste experte RH. Dieu sait que c'est compliqué le temps partiel dans le code du travail, les accords de branche. Les salariés, j'imagine, doivent ne rien y comprendre à ces sujets. Ils se laissent guider. Et vous travaillez chez SVP Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause. On s'intéresse au télétravail. Tiens. On en a déjà parlé, mais où est-ce qu'on en est exactement dans quelques semaines? Il ne sera plus obligatoire. On est évidemment encore sous les obligations sanitaires liées au Covid. Que vont faire les entreprises? Est-ce qu'il s'est enraciné définitivement dans les organisations? Est-ce que les entreprises vont tenter de revenir finalement au présentiel? Ça, c'est un enjeu. Et puis, il y a des enjeux aussi d'espace de travail, de déconnexion, de la manière dont on travaille au bureau ou chez soi. Ce n'est pas du tout la même chose. On en parle avec nos invités juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien sur Smart Job. On parle de vider quoi? Du télétravail. C'est intéressant de faire comme ça, de carotter le sujet assez régulièrement pour voir où on en est exactement. Il est obligatoire jusqu'au 2 février. Ça, c'est la date officielle. Peut-être qu'il sera prolongé, on ne sait pas. Puis ensuite, les entreprises auront le choix de ou pas garder leurs salariés en présentiel. On va revenir sur ce sujet parce que le télétravail semble s'être enraciné, en tout cas dans l'esprit des salariés. Est-ce que c'est la même chose pour les entreprises? Peut-être pas. On en parle avec mes invités. Émilie Méridjen, vous êtes une habituée de notre émission. Vous veniez dans notre rubrique Smart et Réglo, avocate en droit du travail chez Sécri Valentin Zerouk. Merci d'être là. Qu'est-ce que dit le droit français, peut-être européen? On va en parler avec Sarah Proust. Bonjour Sarah, vous avez une double casquette, vous aujourd'hui, fondatrice du cabinet de conseil Selkis. Absolument. Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi Selkis? C'est un cabinet d'accompagnement et de conseil auprès des organisations publiques et privées dans leur transformation interne notamment. Et justement, vous les accompagnez à quoi? À accepter le télétravail? Je les accompagne à penser que le télétravail, c'est ni l'enfer ni le paradis, que c'est une pratique qui, à mon avis, change la nature du travail et doit être régulée. Et justement, livre passionnant, petit livre mais très riche par son contenu, Sarah Proust, la boîte à outils avec la Fondation Jean Jaurès, parce que vous êtes aussi experte associée à la Fondation Jean Jaurès, et c'est un livre qui s'appelle Télétravail, la fin du bureau, point d'interrogation, où vous évoquez les problèmes de connexion, les espaces de travail et la réflexion juridique en France
et en Europe. Marc-Henri Bernard, merci de revenir sur notre plateau. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. DRH du groupe Rémy Cointreau, du groupe Cointreau d'ailleurs. Vous avez plusieurs marques de liqueurs, d'alcool, de spiritueux. Je ne vais pas tous les citer évidemment. Très en pointe. Vous étiez venu nous en parler d'ailleurs sur ce plateau, très en pointe sur ces questions de télétravail. Vous, le 2 février, je m'adresse à vous pour commencer ce débat. Ce 2 février, c'est un jour comme les autres. Enfin, vous ne dites pas j'attends le 2 février pour faire revenir tout le monde au travail. Non, effectivement, on n'a pas trop de fébrilité sur le sujet puisqu'on est déjà habitué au télétravail depuis quelques années. Et on va repasser en mode normal qui consiste en fait à permettre aux collaborateurs de faire 2 jours de télétravail, une journée fixe et une journée flexible à la demande en fait au fur et à mesure. Donc on passerait de 3 à 2. On passera de 3 à 2, mais donc du coup il ne va pas se passer grand-chose. En tout cas, les collaborateurs sont déjà très habitués et ont pris goût au sujet. Marc-Henri, je m'autorise, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important, vous êtes un sportif de haut niveau, la solidarité, l'équipe, être ensemble. S'il y a bien un truc qui ne se délocalise pas en télétravail, c'est le sport. Enfin, je veux dire, quand on s'entraîne, il faut être dans la salle, on prend les douches ensemble, on fait les coachings ensemble. Donc il y a quand même un esprit dans l'entreprise qui fait que quand on est ensemble, soudés l'un à côté de l'autre, on dit que ça va plus vite que quand on est atomisé dans ses chambres et appartements. Oui, c'est la raison. Mais c'est la raison pour laquelle, en fait, on a fait le choix de 2 jours de télétravail et 3 jours de présentiel, justement pour permettre de conserver le lien social et de permettre aux collaborateurs de se retrouver finalement et de vivre des choses ensemble. Et juste une petite précision, on est en train de déménager le siège social et on a prévu justement d'agrandir nos locaux, contrairement à ce que font beaucoup d'entreprises actuellement en raison du télétravail. On passera en flex office et malgré tout, on augmente les surfaces pour avoir des surfaces collectives. Oui. De créativité, de convivialité et donner une bonne raison aux collaborateurs de revenir au bureau plus régulièrement. Dans le groupe Cointreau, Flex Office, et je donne la parole à mes 2 autres invités, Flex Office, ça passe ou ça passe pas? Parce qu'on a fait des émissions où les salariés, le Flex Office, c'était pas, ça leur allait pas très bien. Alors en fait, on a fait tout un travail de préparation justement sur le sujet et globalement, on a une adhésion. Alors on l'a pas encore mis en pratique puisqu'on va déménager dans 2 mois, mais les collaborateurs sont prêts et ont compris l'intérêt du sujet, d'autant plus qu'on apporte des fonctionnalités supplémentaires sur tous les locaux. Des espaces de convivialité. De convivialité, mais aussi une salle de sport, un restaurant dans le bâtiment, etc., qui font que les collaborateurs vont y trouver leur compte et qu'on a un taux de foisonnement pour être un peu technique. Si vous avez 10 collaborateurs, on va prévoir 8 postes de travail, donc ça reste raisonnable et donc tout le monde retrouvera toujours un emplacement pour venir travailler quand il sera en présentiel. Oui, l'enjeu, c'est pas les chaises musicales. Il faut quand même qu'il y ait suffisamment de postes de travail pour pas qu'on arrive un matin en se disant je vais aller aux toilettes ou je vais finir au café en bas. Comment vous regardez cette date du 2 février? C'est parce que vous avez expertisé cette question, vous l'analysez, j'ai presque philosophiquement. Il y a une angoisse chez certaines entreprises de se dire on l'entend, il faut que mes salariés reviennent, alors que les salariés disent mais non, moi je suis très très bien en télétravail. Enfin, tous les sondages le montrent globalement. Ce que je trouve fascinant avec ce sujet, c'est à quel point les organisations avancent très vite dans leur réflexion. Parce qu'il y a encore 1 an, 2 jours, 3 jours, on pensait tout ça, c'était effectivement difficile à mettre en place. Aujourd'hui, on voit que les choses sont très ancrées. À mon avis, il y a aujourd'hui une question qui se pose dans pas mal d'organisations, c'est la réflexion sur le 3e jour de télétravail. Et le 3e jour, il est important parce que c'est pas juste un jour en plus. C'est au fond passer plus de temps à l'extérieur du lieu de travail que sur son lieu de travail. Et là, je pense qu'il y a un sujet qui est devant les organisations et qui est un vrai sujet interne qui, à mon avis, doit être posé par le droit, mais qui doit aussi être posé par le dialogue social dans les organisations. C'est quand on passe plus de temps ailleurs que sur le lieu commun, que dans le lieu commun. Qu'est-ce que ça donne? Évidemment, sur les collectifs. Qu'est-ce que ça dit sur ce lieu, surtout, pour conclure là-dessus, qui est un lieu relativement égalitaire. Moi, je pense que le bureau, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un lieu plutôt égalitaire entre les salariés, quand le télétravail ne l'est pas du tout, puisqu'il s'appuie sur les conditions individuelles des salariés. Donc, je pense que l'ancrage au 2e jour amène le sujet sur le 3e, et que le sujet sur le 3e est un changement de nature du travail. Et ça veut dire que si on arrive au 3e, un jour ou l'autre, on arrivera au 4e. Non, mais je veux dire, après tout, si on est bien 3 jours en télétravail, on peut être bien aussi 4 jours en télétravail. Après, tout est ouvert, effectivement. Qu'est-ce que dit le droit? Quelle est la situation aujourd'hui? Parce que c'est vrai que vous l'évoquez, en tout cas en termes de droit européen, il n'y a rien pour l'instant. Il y a des discussions, il y a des think tanks, il y a des réflexions. Qu'est-ce que dit le droit concrètement autour du télétravail? Alors, il a évolué depuis cette crise Covid? On l'a fait évoluer? Oui, évidemment, ça a évolué. On en a beaucoup parlé ces toutes dernières semaines, sous une impulsion essentiellement politique et de communication pour faire adhérer les entreprises au télétravail. On a parlé du télétravail obligatoire, on a parlé des sanctions. Qui visent, dans la presse en tout cas généraliste, inspecteur du travail. Exactement, qui visent essentiellement le télétravail
la réalité, elle est un peu plus nuancée que ça. On n'est toujours pas dans les textes sur un télétravail obligatoire. La recommandation qui a été faite dans le protocole sanitaire de début janvier, ça reste une recommandation. Le Conseil d'État s'est prononcé l'année dernière sur la valeur de ces protocoles sanitaires. Ce ne sont pas des lois. Ce ne sont que des recommandations. Intéressant l'effet loupe entre les médias, le message médiatique et le droit. Donc nous, on est là pour aider aussi nos clients à décoder. Alors évidemment, c'est une incitation forte et quand tout le monde, et quand on voit dans la presse, télétravail obligatoire 3 ou 4 jours par semaine, c'est massif et il va y avoir des sanctions, c'est aussi inquiétant. Alors je ne suis pas là pour décourager les employeurs de faire du télétravail, évidemment, simplement pour vous me posez une question, que dit le droit ? Oui. Le droit aujourd'hui ne dit pas que le télétravail est obligatoire, ni même jusqu'au 2 février. Le gouvernement recommande fortement 3 à 4 jours pour les postes qui sont télétravaillables. On va y venir. Ce qui laisse évidemment un interstice plus ou moins important. Quand vous êtes vendeur, évidemment, ce n'est pas télétravaillable, mais quand vous travaillez dans un bureau, il y a énormément de paramètres, et notamment des paramètres subjectifs liés à la singularité de chaque personne, son autonomie, son ancienneté dans l'entreprise, etc. Ça demande donc à individualiser de plus en plus la relation entre le DRH et le collaborateur. Exactement. On massifie plus, on individualise la relation. Exactement. Et puis ça nuance également l'interprétation de ces sanctions, puisque là, pour le coup, la loi du 22 janvier est passée, donc il y a effectivement des sanctions administratives possibles, alors qu'on a, par un raccourci également présenté dans la presse, comme la sanction du non-respect du télétravail. Concrètement, ce n'est pas ça que ça dit. Cette sanction, elle vise à sanctionner les employeurs dans un cas exceptionnel du Covid, donc là, au plus tard jusqu'au 31 juillet de cette année, de tout manquement à la prévention, à l'évaluation ou au traitement du risque Covid. Donc s'il c'est n'a pas pas juste mis le télétravail. de référent Covid, s'il n'a pas mis les outils nécessaires. Exactement, à l'issue d'une procédure particulière qui laisse la place à la discussion. Il n'est pas question pour un inspecteur du travail de rentrer, de voir qu'il y a des gens qui ne télétravaillent pas et de sanctionner de manière automatique. Il y a évidemment place pour une discussion et un débat autour de la pertinence des mesures globales qui sont mises en œuvre par l'entreprise pour traiter le risque. Pour le dire en une phrase, donc un employeur, imaginons, ce qui n'est pas votre cas parce que vous êtes très précurseur sur le sujet, Marc-Henri Bernard, chez Cointreau, mais vous dites, nous, on ne joue pas, on n'a pas envie parce qu'ils ne sont pas hors la loi. Non. D'accord, non mais voilà, c'est juste intéressant de l'entendre. Ils sont pas hors la loi, ils peuvent néanmoins être assujettis à une sanction si l'inspecteur du travail, à l'issue, trouve des éléments qui justifieraient qu'ils n'ont pas mis en place. Le risque n'est pas suffisamment pris en compte dans sa globalité. Juste, on a du temps, mais il y a un sujet sur le télétravail qu'on n'évoque pas suffisamment, mais qui alerte les organisations, enfin les structures et les entreprises, c'est ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et vous donnez un exemple dans le livre, c'est assez intéressant, cette femme qui dit moi je suis obligée en fait de passer au bureau pour prendre le courrier. Donc c'est des cas de figure qui sont effectivement très très subtils. Elle n'est pas en 100%, elle vient au bureau. Mais elle dit par contre je peux quand même ouvrir ma porte à distance. Je trouve ça assez incroyable. Et par ailleurs elle explique que, alors ça c'est formidable cet exemple, elle doit rendre compte à son chef. Mais le problème c'est que quand elle rend compte à son chef, quand c'est très urgent, elle ouvre la porte du bureau, il est en réunion, elle lui dit Gilles, c'est urgent. Là, c'est facile. En télétravail, elle dit tous les messages s'alignent. Donc, mon supérieur ne sait pas si c'est important, pas plus important, tout est pareil. Ça, c'est les subtilités de ce télétravail un peu bancal, là. C'est pour ça que j'ai effectivement voulu mener une enquête, à la fois une enquête quantitative pour d'abord savoir combien étaient les salariés de bureau en France, parce qu'on n'avait pas cette donnée. On ne savait pas combien on était de salariés de bureau. Et donc, selon l'enquête, mais les chiffres doivent être confortés, ça concernerait à peu près 18 millions de personnes. Donc, quand on parle de changement d'organisation, si on parle de 18 millions de personnes, on se rend compte de ce que ça veut dire en termes de logement, de transport, d'aménagement du territoire et évidemment de travail. Mais ça, c'est un peu la proportion. Et j'ai voulu confronter ça effectivement avec une trentaine d'entretiens avec des salariés français et européens, avec des salariés qui travaillent en full télétravail depuis des années pour voir un peu quelles étaient les conséquences à long terme, mais aussi avec tous les métiers. Et la femme dont vous parlez, les hybrides, quoi. C'est une secrétaire qui j'ai voulu effectivement voir un peu comment la transformation de cette tâche dont on pensait qu'elle n'était pas du tout télétravaillable avant le Covid, parce qu'on pensait qu'une secrétaire devait être attachée au bureau de son patron. Plus ou moins là. Au fond, c'est plutôt télétravaillable dans les tâches quotidiennes, mais les tâches effectivement de différenciation et de qualification entre ce qui est important et ce qui est urgent, elle ne sait pas le faire en télétravail, elle ne peut pas le faire en télétravail. Vous en pensez quoi de ce débat ? Vous avez ces secrétaires, ces personnes qui sont liées parfois à un directeur, à un RH, oui. Ils font le courrier. On a quelques postes qui ne sont pas télétravaillables et je pense que c'est d'ailleurs un des enjeux des discussions à venir sur le statut des télétravailleurs et des non-télétravailleurs, puisque finalement on considère quand même
à tort ou à raison que le télétravail est une facilité ou un avantage consenti. Ça reste, hein. C'est ancré ça. Oui. Ouais. Et en tout cas, c'est perçu comme tel par ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Oui. Donc il y a une forme d'inéquité de traitement perçue et qu'il faut gérer dans les organisations et notamment avec les partenaires sociaux parce qu'il y a toujours une balance à effectuer entre ce qu'on accorde aux télétravailleurs versus ce qu'on accorde... Si vous le dites autour de la table quand vous vous réunissez régulièrement? Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense que le télétravail, de toute façon, il est déjà derrière nous en termes d'organisation, puisque tout le monde y va, contraint ou pas d'ailleurs, hein, mais par la force des choses, les gens y vont, soit ils étaient déjà précurseurs, soit ils ont expérimenté. Ils ont appris en marchant. Ils ont appris en marchant, ils se sont rendus compte que ça marchait, que tout le monde était content, que les collaborateurs en demandaient. Donc on est vraiment maintenant, on a tourné la page, entre guillemets, de cette organisation pour passer sur du télétravail. Maintenant, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment la gestion en fait, de l'hybride. C'est entre des personnes qui sont à distance chez elles et les collaborateurs qui sont sur site ou sur plusieurs sites, comment est-ce qu'on gère tout ça? Et ça, c'est une vraie complexité parce que c'est compliqué d'intégrer les personnes qui sont à distance quand vous avez des gens en présentiel, parce que par définition, c'est plus facile de discuter comme on le fait aujourd'hui tous ensemble. On vient se voir, il y a de l'informel. Voilà, plutôt que de s'adresser à quelqu'un qui, par un écran interposé, avec ses initiales, est un peu exclu du débat. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener. Donc nous, on réfléchit sur ces sujets. On n'est pas les seuls, évidemment, mais pour essayer de trouver des moyens de permettre à tous ceux qui sont à distance d'être mieux intégrés en fait dans toutes les réflexions dans l'entreprise. Enfin, il y a aussi tous les travailleurs manuels. Je m'autorise parce que évidemment votre groupe, c'est un groupe de spiritueux. Vous distribuez, vous vendez, vous faites de la stratégie. Puis il y a tous ceux qui ramassent le raisin quand même, parce que là on peut pas. On est d'accord. Enfin, mais c'est pour ça que je vous là c'est pas télétravaillable. Hein. Je vous parlais de l'équilibre entre le statut des travailleurs et les autres. Il faut aborder ça de façon assez intelligente. Concrètement, pour essayer de se fixer des bases, puisque le 2, c'est à quelques jours de cette émission, on n'a pas de statistiques encore d'entreprises qui, d'une manière très autoritaire, je n'ai pas le sentiment que ça se passe comme ça. J'ai le sentiment que depuis les chiffres, on avait quelques chiffres, il y a 7 candidats sur 10 qui souhaitent télétravailler au moins 3 jours par semaine, donc on est sur le débat du 3 jours, vous voyez, et 25% des salariés qui pratiquaient le télétravail, alors versus 40% au printemps 2020 qui était un télétravail obligatoire, personne n'a eu le choix. Les entreprises, les salariés ont pris la main sur les entreprises. C'est-à-dire que le débat qu'on a sur ce plateau, c'est de dire, si vous voulez garder vos talents et vos collaborateurs qui font du bon boulot, proposez-leur donc du télétravail. C'est devenu dans le package, Oui, c'est critère. Enfin, moi, je prends souvent l'exemple des jours de RTT il y a 15-20 ans, où les candidats vous demandaient combien de jours de RTT vous proposiez. Maintenant, c'est combien de jours de télétravail vous proposez. C'est ça, c'est un facteur d'attractivité. On est d'accord. Oui, c'est un facteur d'attractivité, mais à mon avis, c'est une visée un peu court-termiste. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les salariés et les entreprises voient bien les intérêts à court terme du télétravail, mais je pense qu'il faut aussi voir les effets à long terme du télétravail. Je pense à l'invisibilisation des salariés, je pense à l'intégration des plus jeunes dans les organisations, je pense effectivement à l'inégalité des salariés sur la façon dont on télétravaille. Et je pense qu'aujourd'hui, les organisations doivent, dans le public et dans le privé, parce qu'elles sont sur ce sujet-là exactement dans les mêmes réflexions, réfléchir un peu à la façon dont, ensemble, dans une organisation, on va réfléchir à cette régulation-là. Parce que sinon, on est sur un modèle qui, à mon avis, dans 5, 6, 10 ans, sera peut-être déjà un peu obsolète. Et notamment au niveau européen, on voit bien qu'aujourd'hui, les sujets se posent. C'est le titre, Advoltive, c'est la fin du bureau au sens physique du terme, peut-être, mais c'est pas la fin du travail et de la relation avec les collaborateurs, parce que c'est ça que ça pose. On n'a plus le lieu physique, au sens propre du mot, mais on a quand même ce lien. Et vous en pensez quoi en termes de droit? Il faut faire évoluer la loi, parce que les débats qu'on a eus en 2020, c'était est-ce qu'un DRH peut aller frapper à la porte d'un collaborateur qui depuis 3 jours ne répond plus? Est-ce qu'il a le droit d'entrer pour vérifier sa prise de connexion électrique? Est-ce qu'il est bien installé? Puisqu'en fait c'est aussi son lieu de travail, et donc l'employeur serait légalement en droit d'aller voir ce qu'il fait. C'est compliqué tout ça. C'est effectivement sont des sujets compliqués et qui mêlent plusieurs facteurs. Je crois que le droit n'est pas toujours la réponse aux questions. Vous me rassurez. Oui. Et ce qu'on voit, nous, évoluer, je ne pense pas que plus de droits soient nécessaires sur ce sujet. Vous avez les outils, on a les outils. On a les outils et c'est vraiment la pratique. Ce que je vois se dessiner, et je rebondis sur cette notion de court terme et de moyen terme, au travers des expériences de nos clients, il y a un vrai changement, en tout cas juridiquement, sur la position des managers. Et je crois que les entreprises se sont tout à fait adaptées technologiquement, organisationnellement parlant, mais les managers ne sont pas forcément outillés ni équipés pour manager des gens à distance. Et on voit poindre aujourd'hui des contentieux ou des pré-contentieux sur des problématiques de harcèlement qui ont une
coloration différente de Ça arrive chez les avocats. Exactement. Ça commence à arriver chez nous. On ne peut pas tellement en vouloir aux managers. Ils ne sont pas équipés et tout le monde a géré dans l'urgence. Le harcèlement, c'est entendu comme il me harcèle de visio, il veut toujours savoir ce que je fais, il m'envoie mail sur mail et SMS. C'est un surcontrôle, c'est ça? Ou il me laisse de côté, je ne suis plus dans les visios. Je suis invisible, je ne suis plus dans la boîte. Exactement. Et invisibilisation. Et je crois qu'un des enjeux forts pour les entreprises, c'est de donner les moyens à ces managers de bien manager à distance, parce que je suis d'accord avec vous, le télétravail, ça va faire partie des prérequis aujourd'hui pour attirer. Il semble. On est dans une crise de l'emploi, dans le sens où nos clients ne trouvent pas les talents. Il faut être attractif, ouais. Exactement. Donc le télétravail va faire partie du monde du travail de demain de manière certaine. En revanche, être en capacité de manager à distance, et pour les managers également, les épauler, on parle beaucoup en ce moment de la souffrance des DRH, les épauler dans cette difficulté supplémentaire qui est le fait de manager à distance sans formation, etc. Ça, je pense que, alors pas forcément le droit, mais en tout cas... Ils se forment, on a des managers qui viennent nous dire qu'ils suivent des formations autour du distanciel, comment parler, comment écrire, le tempo même pour envoyer des mails. Tout à fait. Alors c'était pas l'urgence ces 2 dernières années, parce qu'on a eu évidemment affronté des choses bien plus... Mais là, ça devient très important. Mais là, pour se projeter dans l'avenir, il me semble que c'est indispensable de capitaliser sur nos managers et de les outiller. Marc-Henri Bernard, ça va? Vous tenez le coup, vous êtes un sportif de haut niveau, donc vous êtes costaud. Mais les DRH ont traversé quand même des moments difficiles, parce que vous êtes le réceptacle des angoisses aussi des managers qui vous poussent la porte et qui vous disent « Moi, je ne peux plus gérer le truc, c'est pas possible, je m'en sors pas ». Vous l'entendez? Oui, c'est vrai. Et puis on a tous vécu en tant que DRH la situation où tout le monde venait nous voir en disant « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, on n'en savait pas plus que les autres. Modestement, il faut le dire, je ne sais pas. Et on suivait régulièrement les conférences de presse du gouvernement annonçant les différentes dispositions, et on essayait de s'adapter en se disant... Mais là, ça s'est stabilisé, c'est-à-dire que vous avez des process qui sont... Voilà, donc on a pris l'habitude, on est rodé, etc. Mais c'est vrai que du coup... Mais ils vous disent quoi, les managers? Ils vous disent, moi, j'ai une partie de l'équipe qui est à distance, marketing, j'ai n'importe quoi, et puis j'ai une partie de commerciaux qui, malgré tout, continue à... Et je m'en sors pas. C'est compliqué. Donc tout le monde a expérimenté le management à distance forcé, et maintenant ils expérimentent le management dual, on va dire, présentiel et distanciel. C'est pour ça qu'effectivement nous on assure des formations justement à la gestion de l'hybride pour aider les managers à gérer ces situations, à détecter les signaux faibles, par exemple quand un collaborateur commence à être un peu en perdition parce qu'il est en distanciel ou parce qu'il devient plus ou moins invisible et il n'est pas intégré ou par son comportement, ou simplement parce que sa situation en télétravail est compliquée, dans 15 mètres carrés, avec un conjoint, des enfants en bas âge, etc. Donc tout ça, on essaie de le mettre en place aussi pour aider les managers à s'en sortir, eux-mêmes étant aussi dans la même situation parfois. Mais juste un mot, et je donne la parole à Sarah Proust pour parler de l'Europe, parce qu'il y a une résolution du Parlement européen sur la volonté de réglementer le télétravail sur le plan européen. Mais concrètement, est-ce que vous avez, parce que là on parle que de points négatifs et que de points noirs, mais vous avez quand même des remontées de salariés et de collaborateurs qui vous disent franchement, depuis que je suis en télétravail, avec des indicateurs, des tableaux de bord, je vais bien, j'ai moins de distance, je travaille mieux. Bien sûr. Vous l'entendez ça aussi? Bien sûr. C'est bien pour ça d'ailleurs que le télétravail est plébiscité finalement, grosso modo. Enfin, je vous l'avais dit, je crois, la dernière fois, mais 66% des collaborateurs du siège ont exprimé le souhait de faire 2 jours de télétravail de façon régulière. Donc c'est massif. Vous n'êtes pas sur le 3e jour? Enfin, encore sur le 3e. D'accord, non, mais... J'expliquais tout à l'heure. Peut-être qu'on viendra au 3e jour, mais nous, on préfère la stratégie des petits pas, éprouver le dispositif, et puis peut-être que demain, on fera 3 jours si le besoin s'en fait sentir. Pas besoin autant de droits que cela, nous dit Émilie Mérigen, qui dit après tout on a les outils, mais quand même on a besoin d'un cadre légal, et vous dites sur le plan européen que c'était le 21 janvier 2021 que les députés européens ont voté une résolution visant la régulation du télétravail. Bon, on en est là. Il faut un cadre européen, un peu comme on est en train de voter le SMIC, un début de SMIC européen. Il faut des règles européennes sur ce sujet? En fait, la question que je me pose sur les comparaisons européennes, c'est les disparités qui sont liées à nos cultures nationales. On ne travaille pas du tout en Allemagne comme on travaille au Royaume-Uni, en France, etc. Est-ce que ces disparités vont être gommées après la crise parce que l'ensemble des salariés européens ont peu ou prou
été contraints au même type d'organisation du travail, ou est-ce qu'on va garder nos disparités nationales malgré ces deux? C'est ça. Alors, en fait, c'est ça mon questionnement et la raison pour laquelle j'enquête aujourd'hui dans pas mal de pays européens. Parce que les disparités, on voit bien par exemple l'Espagne qui avait moins de 5% de télétravailleurs avant la crise, est en train de faire une transformation extrêmement profonde de son droit du travail, passer aujourd'hui à 4 jours par semaine de travail. Semaine des 4 jours. Hein. Non, parce que c'est un autre sujet qui... Donc on voit qu'il y a un mouvement sur l'organisation du travail, sur le droit du travail qui s'opère, et de voir que l'Espagne passe en 2 ans sur un système que d'autres ont mis 20 ans à opérer, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et du coup, les parlements... Ils sont très agiles, les Espagnols. Très agiles, et ils ont fait, à mon sens, et d'ailleurs il y a quelques expérimentations en France aujourd'hui, et j'accompagne des entreprises sur ce sujet. Semaine des 4 jours. Non, entre l'hybridation et la mixité, parce que c'est pas tout à fait pareil. Et les Espagnols ont inventé, je pense que c'est eux les premiers en tout cas, un système où dans les organisations, on travaille sur l'hybridation, mais pas en équipe mixte. C'est-à-dire que toute l'équipe travaille en même temps, en télétravail les mêmes jours, dans un petit... Et oui, ça évite espèce de double cliquet. On a tous les avantages de l'hybridation, mais on n'a pas les inconvénients de la mixité qui sont extrêmement difficiles. Pour les managers. Bien sûr. Donc bien là, sûr. on mène en France y compris, et j'accompagne des organisations dans l'organisation de cette expérimentation. Ce qui est assez logique d'ailleurs. À l'hybridation versus mixité. Et ce que les parlementaires européens ont fait, ils ont repris politiquement la main, parce que c'est une résolution, c'est les parlementaires, mais ils rappellent, 1, le volontariat, 2, le droit à la déconnexion, et 3, le fait que les protections sociales doivent aujourd'hui être étendues ailleurs que sur le lieu de travail. Parce que fondamentalement, mais je suis très prudente. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, ça va jusqu'à la porte de l'appart. Le travail est associé à un lieu. Enfin, historiquement, en tout cas, le travail, le lieu de travail, et donc le droit associé à un lieu. Et là, c'est compliqué. En étant une couverture sociale et des protections des salariés sur une fragmentation des lieux de travail. Et l'accidentologie, c'est un sujet un peu pointu, mais l'accidentologie de quelqu'un sur son lieu de travail, mais il est dans son appartement, glissant en allant chercher un café, est-ce que c'est un accident du travail ou pas? Enfin, tous ces sujets sont devant nous. Vous en pensez quoi? Parce que le télétravail est plébiscité par les collaborateurs. Juste là, c'est important parce que je l'ai posé peut-être une vingtaine de fois. Est-ce qu'en termes de productivité, là vous avez un recul suffisant depuis 2020, vous dites, je suis en mesure, moi le DRH, de dire que mes collaborateurs ont produit aussi bien, voire mieux, ou moins bien? Alors, je répondrai oui sans hésitation, parce qu'en fait, on a mis le télétravail en place en 2016. D'abord une journée par semaine, puis on a rajouté 10 jours exceptionnels 2 ans après. Et quand on a annoncé ça, notamment sur le siège, sur 120 personnes, on a 50 personnes qui sont passées en télétravail. Les 50 personnes, en fait, sont toujours en télétravail aujourd'hui. Personne n'est revenu en arrière côté collaborateur, ni côté manager. Pourquoi? Parce qu'en fait, la performance est au rendez-vous. Donc, alors après, mesurer les gains de productivité, c'est compliqué, mais en tout cas, la performance est au rendez-vous par rapport à la mission dévolue aux collaborateurs. Donc finalement, tout le monde est content. Mais vous n'avez pas réduit vos surfaces de bureau comme certaines entreprises qui font des économies. Enfin, la rentabilité du mètre carré de bureau, c'est... Eh oui, parce qu'il y a 2 postes clés dans une entreprise, c'est les salaires des collaborateurs et puis c'est les locaux. Donc peut-être que le télétravail, je ne sais pas si vous l'avez constaté, l'idée c'est que... On est en train de reculer, je trouve, dans les organisations sur ce sujet. Ça a été une vraie réflexion avec des tableurs Excel qui tournaient assez vite dans la première partie. Mais là, effectivement, c'est plutôt des espaces collectifs qui sont privilégiés parce qu'on se rend bien compte que les organisations, à mon avis, n'ont aucun intérêt à la distance. Je donne un exemple. Dans tous les salariés qui travaillent en télétravail depuis très longtemps, je leur ai dit, au fond, quelle est la conséquence que vous avez? Oui. Et ils m'ont tous dit la même chose, quel que soit le pays. Ils m'ont dit, on est toujours aussi engagé dans notre travail. On adore ce qu'on fait auprès de nos équipes, etc. En revanche, on pourrait faire ça pour une autre organisation. Ça n'a plus aucune importance. En fait, la distanciation se fait par rapport à l'organisation et pas par rapport au travail. On perd un peu sa marque, son appartenance à une marque. Exactement. Donc, les entreprises ont intérêt à garder un lieu commun, un lieu commun avec des mètres carrés. Excusez-moi de faire la boucle, mais c'est le lien à l'équipe de sport. On est unis autour d'un fanion, d'un maillot, quoi. Ça, c'est quelle est la raison pour laquelle le collaborateur a envie de revenir retrouver ses collègues au bureau. Donc, il faut mettre en place les conditions. Je vous permets, les collègues de Cointreau. Non, mais je veux dire, il y a la notion de marque aussi. Oui, effectivement. C'est un sentiment d'appartenance au groupe Rémy Cointreau et il n'y a pas de doute sur le sujet, il faut absolument créer les conditions en fait, de cet intérêt au retour au bureau. C'était un vrai plaisir de partager ce débat avec vous. On est à 2 jours de la fin de l'obligation, donc on va en savoir plus. Le droit, évidemment, pas trop.
Mais il est déjà arrivé sur votre bureau, j'imagine, Émilie, un certain nombre de dossiers liés au télétravail. Évidemment. Donc voilà, les conflits, les difficultés, les managements, le harcèlement, parce que vous l'évoquiez. La durée du travail. La durée du travail, parce que c'est un vrai sujet. 22 heures, j'envoie un mail à 20. La protection de l'intimité des salariés. Enfin, on a tout un tas de sujets. Donc vous avez qui en plein de découlent. sujets devant vous qui sont nés du On a télétravail. le droit, ça suffit. Les avatars du télétravail. Merci d'avoir partagé ce moment ici dans Smart Job. Merci à Émilie Meridjen, vous êtes avocat en droit du travail chez Secri, Valentin Zerouk. Bravo. Je l'ai bien dit. Hein. Ouais. Merci à Sarah Proust. Lisez donc ce petit fascicule de Sarah Proust, Télétravail, la fin du bureau, grâce à la Fondation Jean Jaurès, dont vous êtes une experte associée et vous êtes fondatrice du cabinet de conseil Selkis. Et puis merci à Marc-Henri Bernard d'être venu nous rendre visite, malgré son emploi du temps, DRH du groupe Cointreau. Rémi Cointreau. Évidemment, marque bien connue de limonade. C'est ça. C'est bien ça. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler recrutement et de la manière dont on doit valoriser les métiers du recrutement. On en parle, c'est tout de suite. C'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on parle des métiers du recrutement, la manière dont on doit organiser le savoir autour de ces métiers. Ils n'ont jamais été autant sous le feu du projecteur, puisqu'on parle aujourd'hui de pénurie et de l'importance de bien recruter. Et on en parle avec Mathieu Penet, qui nous fait le plaisir de revenir sur le plateau de Smart Job. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu. Toujours un plaisir de vous accueillir. Membre fondateur du collectif du recrutement, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Exactement. Fondateur de Yago, ça c'est votre cœur de métier. Et puis CA Ask, comme candidat Ask, N-Ask de cette relation, parce que vous insistez beaucoup sur la manière dont on accompagne un candidat qui n'a pas été pris, qu'on ne l'abandonne pas comme ça. C'est votre métier. Que ce soit Yago ou Casque, la volonté, c'est d'essayer de, réparer un peu le recrutement et le déséquilibre qu'il peut y avoir entre la population de candidats et la population de recruteurs, et de faire en sorte qu'ils puissent mieux se comprendre et mieux se considérer les uns les autres. Si je vous lis bien, le collectif du recrutement, c'est une forme d'éthique du recrutement. Alors justement, historiquement, on s'est dit, pour pouvoir aider à améliorer cette relation, il fallait, la volonté première, c'était d'avoir une sorte de manifeste du recruteur qui s'engageait à, justement, noir sur blanc, améliorer la relation avec les candidats, prendre en compte des sujets de diversité et inclusion, améliorer le respect d'un humain en fait derrière un candidat, améliorer la relation qu'il pouvait y avoir avec un manager. Comme la charte des journalistes, comme des chartes professionnelles. Exactement. Et en fait, on s'est dit, dans toutes les réflexions qu'on a pu mener, donc on a construit ça avec. On voulait pas que ça soit Yago et on voulait pas que ça soit une entreprise qui porte ce sujet, mais un collectif. Donc on s'est regroupé à plusieurs du secteur. Ce qui est intéressant, c'est que dans le panel des gens qui sont du coup à l'initiative du collectif, il y a à la fois des organismes de formation avec l'école du recrutement et sur le fait de former les recruteurs. Il y a à la fois des recruteurs qui... Former les recruteurs, c'est intéressant. Ouais. Il y a à la fois le fait des recruteurs qui sont là pour venir apporter leur pierre à l'édifice et leur vision directement. Il y a effectivement des équipes de Yago et de Casque. Et il y a aussi Clever Connect, qui a aussi participé à ce... Ils étaient chez nous en début de semaine. Exactement, très bien. Et en fait, on s'est dit... il ne faut pas que ça soit porté commercialement. Il ne faut pas qu'il y ait une vision commerciale derrière ce truc-là. Il faut que ça soit un truc on avance tout ensemble. Éthique, philosophique, amélioration d'un métier. Exactement. Pour faire, ce qu'on cherchait à faire, c'est du nivellement par le haut de toute la profession de recruteur. Et à fur et à mesure des réflexions, on s'est quand même rendu compte que les recruteurs sont des humains comme les autres. Ils ont un petit cœur qui bat. Exactement. Que pour pouvoir aller générer de l'engagement, il fallait absolument qu'ils améliorent leur savoir. C'est que quand on sait qu'on est capable de prendre une décision, et c'est que quand on prend une décision qu'on est capable d'agir. Et du coup, c'est pour ça qu'on a rétro-pédalé sur la démarche, que ce n'était plus un manifeste, mais ça s'est transformé en collectif de recrutement. Et le collectif de recrutement, pour l'instant, c'est une bibliothèque avec tous les contenus qu'on appelle, nous, des contenus froids, qui sont des contenus pour améliorer le savoir. Donc on n'est pas sur des tendances ou des choses comme ça, on est sur des choses pour aider le recruteur. Des piliers qui leur donnent des bases aussi. À s'améliorer sur telle ou telle problématique du recrutement. Mais Mathieu, qu'est-ce qui leur manquait ou qu'est-ce qui leur manque? Je parle encore au présent, parce que là, vous venez de démarrer ce collectif qui va les aider, mais qu'est-ce qui leur manque à ces recruteurs? Du temps? De l'écoute? Alors, il y a un truc qui est assez flagrant en ce moment, c'est que le recruteur redevient ou devient
un pilier business. C'est vrai. C'est enfin le cas, quoi. C'est une espèce de révélation du métier de recruteur où des codires se rendent enfin compte que s'il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de business. Et que... Donc, il faut vraiment avoir des gens de qualité qui recrutent. Exactement. Oui. Des gens qui sont formés, qui savent exactement les tendances, qui savent comment trouver les candidats. C'était un peu l'enfant pauvre avant, quand même, le recruteur. Souvent, je ne sais plus quel DRH expliquait que lors des codires, souvent le DRH, c'était la personne sur le strapontin au bout qu'on laissait parler les 5 dernières minutes, mais tout le monde avait déjà plié ses affaires et était prêt à partir. C'est ça. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Plus du tout. Parce qu'il y a cette prise de conscience que si j'ai pas de gens pour faire tourner la boîte ne tourne pas. C'est aussi simple que ça. Et du coup, si j'ai pas de gens pour être capable d'attirer correctement des candidats, c'est dramatique d'un point de vue business. Mais qu'est-ce qui vous empêche de passer donc de ce fameux collectif du recrutement qui est une base de données où on collecte, où vous avez collecté, j'imagine, sur un site, les informations concrètes pour accéder ensuite à un manifeste. Est-ce que vous allez aller jusqu'au manifeste qui donne les cadres du bon recruteur? Plus tard, mais le premier levier, le premier constat qu'on a pu faire, c'est aider unitairement chacun des recruteurs, chacune des personnes qui fait du recrutement à avoir la connaissance, avoir accès plus facile à la connaissance. Et d'où cette démarche d'avoir créé une plateforme qui est du coup collaborative, cette logique de collectif, où chacun des recruteurs peut venir alimenter avec du contenu des choses qui vont sans doute intéresser les autres, et d'avoir une segmentation sur 9 grandes catégories qui constituent le métier de recruteur. J'allais vous demander, c'est quoi le... Justement, des sujets de diversité et d'inclusion, des sujets d'évaluation du candidat, justement sur l'expérience candidat, améliorer la marque employeur, améliorer la relation avec les managers en interne, et... Vous avez un item sur les algorithmes et les recrutements algorithmiques? Sur les outils? Oui, qui élimine finalement une partie de l'humain. Parce que... La logique, c'était plutôt d'aider la personne, pas d'outiller la personne, d'apporter la connaissance à chacun des recruteurs. Et donc c'est pour ça qu'on a plutôt mis de côté cette partie très outils qui, en fait déjà des outils, il y en a pléthore sur le marché, c'est parfois difficile d'y voir clair, mais la logique c'était avant tout d'apporter la connaissance et de savoir. Et du coup d'avoir catégorisé ça avec ces 9 grandes catégories, en fait il y en a 10 parce qu'il y a une case autre, mais c'est 9 grandes catégories de pans du métier de recruteur, et aussi d'être capable de les segmenter en fonction du niveau du recruteur, débutant, intermédiaire ou expert. Ce qui est passionnant dans votre démarche, c'est qu'on découvre aussi à travers ça qu'il n'y a pas vraiment de formation. On ne fait pas un BTS recrutement, on ne va pas faire une école d'ingénieur en recrutement, enfin tout ça, c'est des métiers qui sont construits un peu comme ça. C'est surtout un métier qui peut s'apprendre sur le tas. Mais c'est ça. C'est un métier qui peut attirer des gens parce que on peut faire une reconversion pour devenir recruteur, on peut maintenant se former pour devenir recruteur. Mais vous souhaitez qu'il y ait une formation qui structure tout cela, ou vous dites après tout on peut l'apprendre comme ça? Il y a plus de formations qui se sont montées, mais le point premier, c'est que quand on regarde dans les écoles de RH, la partie recrutement, elle est minime. Ouais, elle est très faible. C'est encore très ancré sur la partie relations sociales, paye, qui sont des sujets qui étaient des sujets majeurs. Et qui tout doucement sont devenus informatisés, numérisés. Et donc, du coup, la population de recruteurs, la population de RH n'était pas assez formée sur ce truc-là. Merci Mathieu. Le collectif du recrutement, il y a un site internet. Exactement, collectif-recrutement.com. C'est vraiment une base de données sur laquelle vous allez pouvoir trouver à travers 9 items et autres. J'insiste sur le fait que ça soit collaboratif. On est juste à l'initiative de ce projet, mais la volonté... C'est un Wikipédia du recrutement, c'est-à-dire que vous pouvez nourrir en fait vous-même. C'est venu typiquement, je suis ingénieur de formation, ça vient de là. C'est des logiques de structurer la connaissance pour aider et niveler par le haut tout le niveau de chacun des recruteurs. Et faire gagner en légitimité ces métiers bien utiles, fort utiles. Merci Mathieu Penet, Casque, nouvelle structure, ça on l'a compris, Candidat et Ask. Et puis Yago qui est votre entreprise cœur de métier et le collectif du recrutement. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On va suivre de près le collectif. Merci à vous, l'émission est terminée. Je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Merci à Lauriane Bouet à la réalisation. Merci à Maxime pour le son et merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne dans l'oreille et merci à Eden pour l'accueil invité. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Bye bye.